Et nous recevons ce matin Jordan Bardella. Bonjour à vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Président du Rassemblement national. On va revenir sur votre intervention devant le président Macron il y a quelques jours au Parlement européen. Mais d'abord, les annonces d'hier par Jean Castex, le gouvernement desserre l'étau des contraintes sanitaires à partir du 2 février. Belle perspective, bonne décision. Bonne décision dans la mesure où il y a un certain nombre de restrictions qui étaient totalement inutiles, totalement absurdes. Et on a un peu le sentiment que le gouvernement cherchait à entretenir une forme de peur où on a un peu de mal à comprendre finalement quelle est leur stratégie. Je veux dire, il y a 15 jours, on fait paraître des décrets pour interdire aux Français de prendre un café debout dans les bars. On rétablit le port du masque en extérieur alors que toutes les études scientifiques qui ont été faites, y compris les études de l'Institut Pasteur sur le sujet, démontrent que le port du masque en extérieur est totalement inutile. Il y a eu très peu de clusters qui ont été détectés en extérieur pour finalement faire exactement l'inverse 15 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, en sortant un certain nombre de restrictions qui sont absurdes et en imposant l'une des restrictions les plus liberticides qui soit, qui n'a aucune efficacité sur la circulation de l'épidémie, qui est le pass sanitaire qui devient le pass vaccinal. Il y a quelques mois, lorsque on mettait en garde sur en tout cas la disproportion de liberté que représentait le pass sanitaire, à partir du moment où les vaccins n'empêchaient pas la circulation de l'épidémie, les médecins aujourd'hui des voix très officielles de la médecine, je pense au professeur Fontanet, au professeur Combe, le docteur Kierzek, qu'on voit régulièrement sur votre antenne, disent que le pass n'empêche pas, n'a pas d'impact sur la circulation de l'épidémie et que c'est plus une mesure politique et électoraliste qu'une mesure sanitaire. Donc il y a des restrictions qui sont inutiles, qui sont absurdes. Donc il faut protéger l'hôpital public, il faut arrêter de fermer des lits et évidemment maintenant apprendre à vivre avec. Arnaud Fontanet n'a jamais dit que le pass sanitaire n'était pas efficace. Le professeur Combe a dit que c'était une mesure électoraliste. Il était encore hier soir sur le plateau de lorsque nous on le disait il y a quelques mois, on nous disait que c'était une fake news, on nous disait que c'était totalement faux lorsqu'on le disait il y a quelques mois. Maintenant, toutes les voix de la médecine qui officient sur les plateaux télé le disent également. Pas toutes, non, simplement pas toutes. Vous pouvez dire la plupart est professeur Combe, en effet, pas Arnaud Fontanet, pas Alain Fischer. Alors, Alain Fischer, si vous voulez, tous les médecins aujourd'hui s'accordent à dire qu'on va devoir vivre durablement avec. On ne va pas pouvoir lutter contre l'épidémie à coups de rappels vaccinaux tous les 3 mois. C'est même ce que dit maintenant l'Organisation mondiale de la santé. Et on s'aperçoit que le tout vaccinal a probablement été une erreur. Moi, je vois qu'Israël, sur sa 4e dose, préfère cibler parce qu'on connaît aujourd'hui les populations à risque. Donc, il faut protéger les populations à risque. On connaît les publics qui sont à risque. On a une épidémie qui ne cible qu'une partie de la société. Est-ce que ça va mieux, mais arrêtons d'embêter les jeunes, les enfants, par exemple, avec la vaccination qui n'a aucun intérêt. On voit, par exemple, que dans les services de réa, le nombre d'admissions commence à baisser. Pas les hospitalisations, mais services de réanimation. Donc, ça va mieux. Et ça va mieux pourquoi ? Est-ce que ça n'est pas grâce à la vaccination ? Le vaccin, il protège des formes graves. Et il réduit la transmission. Oui, il réduit peut-être la transmission. Enfin, il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais eu autant de cas de Covid en France, alors qu'on n'a jamais eu autant de publics vaccinés. Oui, mais le débat, moi je suis pas contre le vaccin, je suis vacciné. Ce n'est pas parce qu'une solution, je vous soumets cette réflexion, c'est pas parce qu'une solution n'est pas efficace à 100% qu'elle est totalement inefficace. C'est pas parce qu'une solution n'est pas parfaite qu'on ne doit pas l'utiliser, qu'on doit y renoncer complètement. On va pas faire Donc, la vaccination, ça permet de réduire. Non, on va pas faire de la philo. Non, mais attendez, on va pas faire de la philo ou de la sémantique. Pas de la philo. Le vaccin, il protège des formes graves, oui ou non ? Oui, indéniablement. Et on connaît aujourd'hui les publics à risque. Oui. Est-ce qu'il réduit les transmissions ? J'en sais rien. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont triple vaccinés, qui ont le Covid, donc peut-être qu'il la diminue, mais en tout cas, on voit bien qu'il a un bénéfice qui est essentiellement individuel, mais qui n'a pas de bénéfice collectif dans la mesure où on a des centaines de milliers de cas de Covid par jour. Donc, Omicron est plus contagieux, mais il est... là aussi, on s'aperçoit qu'il est peut-être un peu moins dangereux que le Delta. Je dis juste qu'on n'est plus en mars 2020, qu'on a du recul aujourd'hui sur l'épidémie. On sait que la médiane des décès, c'est 85 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie en France est de 82 ans, que le taux de mortalité du Covid est de 0,1%. Donc, il faut qu'on apprenne maintenant à gérer cette épidémie sereinement. Probablement que, comme la grippe, on va devoir apprendre à vivre avec. Donc, il faut protéger l'hôpital public. Déjà, arrêter de supprimer des lits. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a supprimé l'an dernier 5700 lits à l'hôpital. La vérité, c'est que l'hôpital public, il craque depuis
15 ans. Ce n'est pas le Covid qui a fait craquer l'hôpital. L'hôpital public, il craque depuis 15 ans. On a fait 9 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital ces 20 dernières années. Et je vous rappelle que depuis qu'Emmanuel Macron est aux manettes, puisqu'avant d'être président, il était ministre de l'économie, depuis 2013, on a supprimé 27 000 lits à l'hôpital et qu'on a mis à pied récemment 15 000 soignants qu'on est par la même occasion en train de rappeler. Donc, Alors, il faut apprendre à vivre avec, protéger les publics le pass à risque vaccinal et supprimer les restrictions qui n'ont aucun intérêt et qui ont des conséquences. Moi, je vois que 35% des jeunes ont eu l'an dernier des intentions suicidaires. Il va entrer en vigueur si, évidemment, le Conseil constitutionnel le valide aujourd'hui. On aura la réponse cet après-midi. Oui, parce que tous les principes du droit sont bafoués de toute manière. Ça fait Donc 2 ans qu'on vit dans un état on verra ce qu'en dit le d'urgence Conseil et constitutionnel, que les Français sont privés de leur liberté, effectivement. Et donc, il serait mis en place à partir de lundi. Et supprimé le 24 avril. Et lorsque Marine Le Pen sera élue présidente de la République. Voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au pouvoir? Vous le supprimez immédiatement. Je voudrais juste vous soumettre aussi encore une donnée. Le Conseil d'analyse économique a fait des études sur 3 pays, Italie, France, Allemagne, sur l'efficacité du pass sanitaire. Vous aviez aussi voté contre. Vous l'avez peut-être vu passer. Ce qu'il dit, c'est que pour la France, ça a été particulièrement efficace. Pourquoi? Parce que ça a sauvé 4000 vies, que ça a poussé à la vaccination 13% des Français en plus, et ça a aussi fait gagner 0,6 points de PIB. Mais en termes de vaccination, ça a été efficace. Là encore, les médecins ont un... Moi, je suis désolé, j'écoutais le médecin de qu'on voit régulièrement sur votre chaîne, le docteur Kirzek, qui travaille à l'hôpital Dieu, et qui là encore remet en cause la méthode, en expliquant qu'il faut regarder la méthode, que c'est une organisation économique, que le vaccin ait pu protéger. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Je suis vacciné, j'ai mon pass vaccinal qui est à jour. Et vous êtes pour le vaccin. Et vous êtes pour la vaccination. Mais je suis pour la vaccination, mais surtout des publics à risque. Les enfants, moi je suis contre la vaccination des enfants. Parce que les enfants ont un risque dérisoire de contracter une forme grave. Il peut-être y avoir certains... Il y a quand même des enfants à l'hôpital. Il y en a, mais sur 67 millions d'habitants, on est sur des proportions qui sont infimes. Le nombre de morts entre 0 et 19 ans au mois de décembre, il est minime. Or, il peut y avoir aujourd'hui, parmi l'ensemble des restrictions qui sont prises, des conséquences sur les enfants. On voit que l'ensemble des pédopsychiatres commencent à tirer la sonnette d'alarme. On voit des enfants arriver dans les services d'urgence avec des phobies scolaires, avec des formes d'angoisse, avec des conséquences qui pèsent aujourd'hui sur eux, comme le masque pour les enfants n'a aucun intérêt. Donc il faut retirer l'ensemble de ces restrictions qui ne servent encore une fois à rien, gérer calmement et sereinement cette épidémie. Pourquoi Jean Castex est venu hier annoncer donc ces 2 leviers, à la fois pousser la vaccination par le pass vaccinal et donner des perspectives en termes de contraintes? Jean Castex avait dit, souvenez-vous, sur votre antenne, en tout cas sur TF1 il y a quelques mois, au journal de 13h, qu'après 2 doses, on était tous vaccinés, tous protégés, et qu'on n'avait plus aucun risque d'attraper le Covid. Donc c'est vrai. Non, mais c'est surtout vrai que le gouvernement a dit tout et l'inverse de tout, que les restrictions aussi brutales qui ont été prises sur le peuple français, sur l'économie française, ont eu des conséquences importantes. On demande à des restaurateurs, on confie des missions de police à des restaurateurs. Mais enfin, je veux dire, on est où? On verra ce que le Conseil constitutionnel en dit d'ailleurs. Mais tous les principes du droit, de toute manière, sont bafoués. Quel est l'objectif poursuivi par le Premier ministre hier? Je ne sais pas, je me demande s'il n'y a pas une volonté d'anesthésier le débat démocratique et de faire en sorte que, en pleine campagne présidentielle, on ne parle que du sanitaire et que du Covid. On a un peu le sentiment que le gouvernement cherche à entretenir une forme de peur pour peut-être essayer de tirer un bénéfice électoral de cette période. Je le déplore, je pense qu'il faut parler évidemment du sujet de la santé et de l'hôpital dans le cadre de la présidentielle, mais il y a beaucoup d'autres préoccupations pour nos concitoyens. Je pense évidemment au pouvoir d'achat, à la sécurité ou à l'immigration, qui sont des préoccupations majeures. Et je pense que ces annonces sont une nouvelle fois une forme de diversion. Encore une fois, ils disent tout et l'inverse de tout, avec toujours la conviction d'y croire et d'avoir raison, ce qui est un peu inquiétant. Et vous, donc, vous levez le pass vaccinal, le pass sanitaire si vous arriviez au pouvoir, les gestes barrières demeurent. Oui, et puis on décrète un moratoire, on décrète un... Mais non, enfin... Rien, plus rien. Mais pendant combien de temps, madame? Est-ce que pendant 10 ans, est-ce que dans 10 ans, on va se poser la question? Si on a un nouveau variant, qu'est-ce que vous faites si vous êtes au pouvoir? Mais il y aura des nouveaux variants. Il y aura des nouveaux variants, ça fait 2 ans. On sait très bien qu'on va devoir vivre durablement avec cette épidémie. Donc ça va probablement se terminer comme une épidémie grippale, annuelle, où on connaîtra les publics à risque. On les connaît d'ores et déjà. On sait que 90% des gens qui ont été victimes du Covid, en tout cas qui en sont décédés, avaient plus de 65 ans. Donc on a un recul aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Donc je veux dire, céder à la panique, entretenir dans la peur, alors que tous les autres pays, je pense à la Grande-Bretagne, je pense aux Pays-Bas, qui lèvent les restrictions,
décide de gérer Il n'y a raisonnablement aucun pays sans priver les qui Français de leur liberté. n'impose pas de contraintes. L'Autriche, ça y est, le Parlement a voté La Grande-Bretagne a la levé toutes les vaccination restrictions et c'est vrai obligatoire. aussi aux Pays-Bas. Je La suis contre la vaccination Grande-Bretagne- obligatoire. La Grande-Bretagne a le taux de mortalité très fort, plus élevé qu'en Je France. suis contre la vaccination obligatoire et je suis contre également le fait d'organiser, comme le fait le président de la République, une guerre de tous contre tous. Quand il pointe du doigt les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés en les traitant d'irresponsables, de non-citoyens, chose qu'on ne fait jamais avec les délinquants, avec les criminels, je trouve ça hallucinant. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, dont j'ai entendu parler sur votre antenne, 40% des gens qui ne sont pas vaccinés, des 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, le sont parce qu'ils n'ont pas accès aux vaccins, qui vivent dans des déserts médicaux, qui Et vivent vous dites loin que des grandes villes, le et qu'il gouvernement faut ne aller va pas les chercher suffisamment. Jordan Bardella, 2 membres du RN qui passent chez l'adversaire, si je puis dire, Éric Zemmour, Jérôme Rivière et Damien Rieu. Alors, le premier, parce que les Français le connaissent peu, même s'ils avaient un rôle actif dans votre parti, le premier membre du Bureau national et président de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Et le second, Damien Rieu, attaché parlementaire de l'eurodéputé Philippe Ollivier, qui est le beau-frère de Marine Le Pen, et conseiller important, je crois, auprès de Marine Le Pen. Belle double prise pour Éric Zemmour. En vérité, et en toute honnêteté, Jérôme Rivière souhaitait des responsabilités qu'il n'a pas eues au sein du Rassemblement national. Il a donc souhaité quitter le Rassemblement national pour peut-être aller chercher ailleurs les responsabilités qu'il n'a pas eues. Il convoitait un certain nombre de missions, un certain nombre de fonctions, un certain nombre de responsabilités. Ça n'avait pas pu se faire. Écoutez, c'est la vie. Bonne route à lui chez Éric Zemmour. Je pense qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est en chute libre dans tous les sondages. Et les Français s'aperçoivent que Marine Le Pen est aujourd'hui la seule candidate du camp national qui, d'abord, peut accéder au second tour, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour, et surtout peut battre Emmanuel Macron. Je vous rappelle que dans tous les intentions de vote aujourd'hui, dans tous les sondages qui sont faits, avec la précaution qu'il faut évidemment avoir dessus, Marine Le Pen est donnée quasiment à égalité avec Emmanuel Macron. On est sur des 55-45, ce qui fait qu'avec les marges d'erreur, on est sur des intentions de vote qui sont très proches, ce qui veut dire que Marine Le Pen, elle peut gagner. Donc, si vous voulez, on n'est pas, nous, dans une démarche précisément de témoignage. Bon, maintenant, quant à Jérôme Rivière, la moindre des corrections et du respect qu'on doit à nos électeurs, c'est peut-être de rendre le mandat qui lui a été confié par les électeurs du Rassemblement national. De démissionner. De son démissionner poste de son mandat. d'eurodéputé. Quand vous quittez vous êtes élu dans un parti, vous souhaitez prendre des fonctions, on vous refuse ces fonctions, vous partez sans prévenir personne. Mais écoutez, il faut respecter les gens qui nous ont élus. Il faut respecter les électeurs qui ont voté pour nous lors des élections européennes. Et à ce moment-là, quand on quitte un parti, il faut avoir le courage et l'honnêteté d'aller au bout et de démissionner de son mandat. Éric Zemmour compte sur d'autres ralliements. Et on évoque 2 autres parlementaires qui étaient sur votre liste aux élections européennes de 2019. Vous confirmez ? Non, je ne confirme pas. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Vous allez mettre des sacs de sable pour éviter non, on ne va les pas mettre de fuites, sacs de sable. Vous savez, nous, on fait campagne. Moi, évidemment, je vous dis, les sondages, on les regarde quand même de loin, mais ils indiquent une tendance. Et on voit que Éric Zemmour, aujourd'hui, est là pour dégager la route à Valérie Pécresse. Il l'a dit d'ailleurs, si je ne peux pas être candidat, c'est-à-dire si je n'ai pas les signatures pour être candidat, c'est Marine Le Pen qui sera au second tour. Et ça ne sera pas Valérie Pécresse. Donc, nous, on a un projet... Ce qu'il dit, c'est qu'il fait campagne parce qu'il ne pense pas que Marine Le Pen puisse gagner. Écoutez-le en quelques secondes. Il le disait encore au micro de Routel Krief avant-hier soir. Mais je vous avoue, Marine Le Pen, j'ai du mal parfois à la suivre. Elle était contre l'euro, maintenant elle est pour. Elle était contre la sortie de la CEDH, puis elle était pour la sortie, puis contre. Donc j'avoue que mais je m'occupe pas de ce qu'elle dit, Marine Le Pen. Je suis surtout le candidat, le seul, et là j'y tiens, qui peut faire l'union des droites, qui peut rassembler le peuple de droite. Et Madame Le Pen ne le peut pas, parce que, je finis ma phrase, parce que les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Et Jérôme Rivière a justifié son départ en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner. C'est ça leur conviction. Mais si vous voulez, on peut... ils sont en campagne, donc je veux dire, chacun se renvoie la balle, se renvoie les arguments. On peut dire, si vous voulez, Marine Le Pen ne peut pas gagner, elle est donnée à égalité, etc. On peut, quand on est un opposant à Marine Le Pen, dire cela. Mais ça n'est pas vrai. Éric Zemmour ne passe dans aucun sondage le premier tour de l'élection présidentielle. Il est dans une candidature de témoignage. Il est crédité aujourd'hui de 11 à 12% d'intention de vote, quasiment maintenant à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Il peut vous empêcher de gagner. Donc, non, il peut vous empêcher de gagner. Mais il est là pour... Mais madame, il est là pour cela. Oui. Je veux dire, sa candidature aujourd'hui est là pour permettre à Valérie Pécresse
de prendre une petite partie des voix de Marine Le Pen sous Éric Zemmour et de permettre à Valérie Pécresse de passer devant et de se retrouver avec Emmanuel Macron. Donc moi je dis à tous les patriotes, à tous ceux qui ne veulent pas voir Emmanuel Macron réélu ou sa jumelle qui est Valérie Pécresse, de voter utile et de voter massivement pour Marine Le Pen dès le premier tour pour lui donner une très large dynamique en faveur du second tour. On n'est plus en 2017. Emmanuel Macron, il a un bilan. On voit bien que sur toutes les thématiques qu'a portées Marine Le Pen, sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, aujourd'hui, ces idées sont partagées par une très large majorité du peuple français. Donc nous voulons réunir les patriotes et nous voulons surtout éviter la réélection d'Emmanuel Macron. Or, je pense que Marine Le Pen a aujourd'hui un projet crédible, sérieux sur tous les sujets. Évidemment que la question de l'immigration et de l'islam, de l'islamisme est une question fondamentale, importante dans cette élection présidentielle. Mais il n'y a pas que ça. Le projet de Marine Le Pen, il est complet, si vous voulez. On est au-delà du constat que fait Éric Zemmour. Elle a des propositions sur la santé, sur le logement, sur les transports, sur le communautarisme. Il va contribuer à faire passer Valérie Pécresse au deuxième tour. Mais il l'a dit. Oui. Il l'a dit alors, lui-même. en cas de duel Macron-Pécresse au second tour, vous faites quoi au RN? Mais ce sont les mêmes, madame. Non, mais il y en a un que Valérie, vous mais je ne ferai. privilégiez. D'abord, les Français choisiront, mais il n'y aura pas de second tour. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Moi, je crois que Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront au second tour, parce que ça serait un faux clivage Et en réalité entre Emmanuel Valérie Pécresse. Macron Elle le dit d'ailleurs, Valérie Pécresse. Elle le dit. Je veux faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire. Donc elle se veut plus macroniste que Macron en réalité. Et Emmanuel Macron, qui vous a ciblé particulièrement au Parlement européen, et c'est à vous qu'il a. Avec toujours ce mépris qui le caractérise assez bien. C'était méprisant sa réponse. Il a dit, vous dites n'importe quoi, avec une cohérence sur laquelle il a ironisé d'ailleurs. Vous dites, Oui, il a je ne fait sais plus quelle était la phrase, mais oui, il a fait le déclaré show, que il a vous fait le aviez dit spectacle. n'importe quoi avec méthode. Oui, mais je veux dire, moi j'ai posé une question de fond à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est aujourd'hui candidat à la présidentielle. Il le sera, président de la République et à la tête du Conseil de l'Union européenne dans le cadre de la présidence française de l'Europe. Il reste 2 minutes. Je vais poser une question de fond. L'immigration me semble être une question fondamentale pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et Emmanuel Macron, s'il est réélu, il l'a dit à vos confrères du Parisien, je veux faire l'Europe des migrations. C'est-à-dire qu'il veut il veut empêcher aux Français de décider qui entre et qui sort de chez eux en confiant ce pouvoir-là à la Commission européenne et à des En institutions quoi est-ce qu'Emmanuel européennes. Macron a dépouillé, parce que c'était un peu le sens de votre intervention, la France de ses compétences nationales en matière d'immigration? En quoi il l'a fait? Il veut faire, il le dit clairement, je veux faire Mais il l'a adopter pas fait le encore. pacte. Il le fera, s'il est réélu. C'est la raison pour laquelle je dis aux Français, s'il est réélu, vous perdrez la possibilité de maîtriser votre immigration et de décider de ce que sera votre pays dans 50 ou dans les 60 prochaines années. Il le dit, je veux faire adopter le pacte européen pour l'immigration. C'est un texte qui prévoit la relocalisation forcée, qui prévoit de transférer les compétences migratoires, en tout cas toute ou partie de ces compétences, vers la Commission européenne, vers des technocrates qui ne sont pas élus. Ça, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a transformé la France en un gigantesque hall de gare. Il en a fait l'hôtel de l'Afrique. Tout le monde peut venir. Vous pouvez bénéficier de toutes les prestations sociales. Il favorise sans le grand aucune basculement condition. de la démographie française, comme vous l'aviez Mais dit, approchant de la théorie du grand remplacement. Mais ces changements de population, ils ont déjà lieu. Ils ont lieu dans tous les quartiers où moi j'ai grandi. Vous avez vu les chiffres de l'immigration. Vous tenez le Figaro. Alors justement, dans votre tous les chiffres de 79%. l'immigration ont explosé sous Emmanuel Macron. Il y a une explosion des acquisitions de nationalité française, précise le Figaro, 79% en lien avec la facilitation des procédures pour les étrangers en première ligne impliqués de manière active dans la lutte contre le Covid-19. Est-ce que ces personnes-là, il n'aurait pas fallu leur donner la nationalité? D'abord, il faut regarder dans le détail. Moi, ce que je regarde, c'est que nous accueillons 450 000 personnes chaque année dans notre pays. 262 000 titres de séjour. Pour conclure, 50 000 mineurs étrangers, 130 000 demandes d'asile, donc une très grande partie sont déboutées et ne sont pas expulsés. Donc Emmanuel Macron, il aura été le président de la submersion migratoire. Et moi, je dis aux Français, cette politique d'immigration, elle peut s'arrêter. Si Marine Le Pen est élue dans quelques mois, elle fera voter un référendum sur l'immigration qui aura pour but de faire trancher cette question et de donner aux Français tous les outils juridiques, politiques, administratifs pour arrêter cette submersion qui est en cours et instaurer dans le droit la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité donnée aux Français dans l'accès à l'emploi et au logement. On aura l'occasion largement d'y grand revenir, plaisir. puisqu'effectivement, ce sont des sujets peut-être structurants de la campagne. On verra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI, Jordan Bardella. Bonne journée à vous.